Amis des plantes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de théorie botanique et aujourd'hui on va parler d'une des familles de plantes les plus incroyables, celle des Cupressacées. Une famille botanique qui compte parmi les plus gros, les plus grands et les plus volumineux de tous les êtres vivants que la Terre n'ait jamais porté. Dans ce cours, nous allons voir les principaux genres et espèces que constitue cette famille. Nous allons aussi voir quelles sont leurs caractéristiques afin de bien les reconnaître. Nous parlerons aussi succinctement des utilisations qu'il est possible de faire avec certaines des plantes de cette famille. Et enfin, on terminera par une petite partie un peu plus fun. On va parler records du monde, car ce serait bien dommage de ne pas vous présenter toutes les merveilles du monde que nous offre cette famille. Ce cours n'est bien sûr qu'une introduction concernant cette incroyable famille, et je ne pourrais résumer en une seule fois tout le potentiel qu'offrent les Cupressacées. Il y aura donc encore beaucoup de choses à dire sur ces plantes, et c'est pourquoi nous étudierons en profondeur certaines de ces espèces sur monde végétal. D'autant plus que certaines d'entre elles sont très faciles à reconnaître et plutôt assez communes. Bon alors, entrons dans le vif du sujet et définissons rapidement ce que sont les Cupressacées. Tout d'abord, gardez bien en tête que les Cupressacées sont une famille botanique constituée seulement et uniquement de conifères. Et toutes les espèces sont des arbres, il n'y a pas de plantes herbacées chez les Cupressacées. Cette famille est une petite famille puisqu'elle ne comprend qu'une trentaine de genres botaniques assez proches les uns des autres, et surtout, beaucoup de ces genres ne se déclinent qu'en une, voire deux espèces. Ce n'est donc pas une famille très diversifiée, et finalement, on ne démontre qu'environ 150 espèces appartenant aux Cupressacées. Ce qui est vraiment petit quand on sait que certaines familles comme les Astéracées ou les Fabacées comprennent plusieurs milliers d'espèces. Et encore, cette famille a bien grandi car avant la dernière classification phylogénétique, les Cupressacées étaient encore moins nombreuses. Certaines familles, comme celle des Taxodiacées, ont été incorporées dans la famille des Cupressacées et n'existent désormais plus aujourd'hui. Et je précise que je parle bien des Taxodiacées, la famille des Taxodium, et non celle des Taxacées, qui est la famille des Taxus, que vous connaissez via l'if commun Taxus baccata. Alors je sais que les deux familles ont tendance à se ressembler un peu, mais si jamais ça vous intéresse, on pourra faire un cours pour apprendre à les différencier. Par contre, Cyadopitis verticillata n'appartient plus aux Cupressacées et a désormais rejoint sa propre famille, où il est tout seul, et cette famille, c'est la famille des Cядopithiacées. On va dans un instant parler des genres et des espèces principales, le tout avec un maximum d'images, mais pour l'heure, voyons un peu les sous-familles contenues au sein même de cette famille botanique. Déjà, chez les Cupressacées, on note 7 sous-familles. Leurs noms un peu barbares se finissent tous en DAE et non en CAE, ce dernier montrant alors la famille plutôt que la sous-famille. La plus importante de ces sous-familles, c'est celle des Cupressoidées, que vous connaissez grâce aux cyprès, aux faux cyprès, aux thujas, aux genévriers et aux calocèdres pour ne citer que les genres principaux. Mais d'autres genres mineurs la composent comme Phociaenia et Microbiota qui sont finalement assez peu connus. Une autre famille dont les spécimens sont très importants culturellement parlant, c'est celle des Sequoioidées, dont les célèbres séquoias et les moins connus Metasequoia. Quand je vous disais que la famille des Cupressacées contenait certains des plus gros arbres du monde, en fait la sous-famille des Sequoioidées c'est vraiment la famille des géants. Pensez également à la sous-famille des Taxodioidées où on retrouve les Taxodium ainsi que les Cryptomeria et les Glyptostrobus. On a aussi une autre sous-famille assez conséquente en termes de nombre d'espèces, et je parle là des Calitroidées, que personne connaît en Europe, car ce sont surtout des plantes qu'on trouve dans l'hémisphère sud. On peut par exemple parler des Libocédrus, des Austrocédrus ou encore des Papuacédrus, mais voilà, je vous le dis à titre indicatif, il y a quand même très peu de chances que vous puissiez voir ces plantes à l'état sauvage. Enfin, on a 3 autres sous-familles qui ne comprennent que un et unique genre à chaque fois, sauf si on découvre de nouvelles espèces, bien sûr, ce n'est pas impossible. Ces 3 sous-familles sont les Atrotaxioidées, les Taiwanioidées et les Cunninghamoidées. Je vous les mentionne à titre indicatif, on va pas spécialement en parler pour la suite, mais voilà, c'est pour vos petites recherches. En bonus, voici les espèces concernées d'ailleurs, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur internet. Maintenant qu'on a évoqué les sous-familles, on va surtout s'intéresser à 2 sous-familles principales, chez les Cupressacées, vous allez voir. Et bien entendu, on va les zoomer un peu plus en détail sur les Sequoioidées et les Cupressoidées. Commençons par les cyprès du genre Cupressus. Et les cyprès, tout le monde les connaît au moins grâce aux cyprès de Provence, qu'on appelle aussi cyprès d'Italie ou tout simplement cyprès commun, et dont le nom latin est Cupressus sempervirens. On le trouve souvent en ville, dans les parcs, les jardins, les cimetières ou même en tant qu'arbre d'alignement le long des routes. Mais le Cupressus sempervirens, bien qu'originaire du bassin méditerranéen, a conquis le monde entier et sera présent sur tous les continents,
comme vous pouvez le voir sur cette carte. Bien sûr, ce n'est pas la seule espèce de véritable cyprès, car on estime qu'il y a au moins une trentaine de représentants du genre Cupressus. Par exemple, pour vous donner une idée, le cyprès d'Arizona, facilement reconnaissable par ses belles couleurs bleues, est lui aussi assez souvent planté. Et vous l'avez d'ailleurs même probablement déjà vu. D'autres espèces, comme le cyprès du Tassili, sont quant à elles menacées, mais la plupart des Cupressus restent plutôt assez communs. Les cyprès sont des arbres robustes, résistants à la fois au chaud, au sec et au soleil, et ils n'ont généralement pas de mal à pousser dans les lieux les plus pauvres comme dans les garrigues. D'ailleurs, à l'état sauvage, certaines espèces de cyprès vont pousser à côté d'autres espèces cousines qui appartiennent à la même famille, et ces espèces, ce sont les genévriers du genre Juniperus. D'ailleurs, on aurait pu appeler cette famille Juniperusacées plutôt que Cupressacées, car en réalité, les genévriers sont beaucoup plus diversifiés que les cyprès. Comptez plus de 70 espèces de genévriers contre une trentaine d'espèces de cyprès. D'ailleurs, si jamais le sujet vous intéresse, j'ai écrit un très gros article sur les différentes espèces de genévrier. Alors ce sont les espèces les plus communes, mais voilà, vous aurez une bonne idée si jamais vous voulez en savoir plus sur ces derniers. Je peux bien sûr pas toutes les nommer ici, ce serait beaucoup trop long. En France, les 3 espèces de genévrier les plus communes seront le genévrier commun, Juniperus communis, le genévrier cade, qu'on connaît aussi sous le nom d'oxycèdre, Juniperus oxycedrus, et enfin le genévrier de Phénicie, Juniperus phoenicea, qu'on trouve un peu plus dans le sud. Les genévriers se reconnaissent plutôt facilement grâce à leur cône en forme de boule, mais selon les espèces, nous avons un feuillage en écaille comme ici chez le genévrier de Phénicie, ou un feuillage en aiguille comme chez le genévrier cade. Alors avant de parler des genévriers, vous vous rappelez qu'on a parlé du genre Cupressus, donc le genre des cyprès. Eh bien, il y a aussi les faux cyprès du genre Chamaecyparis. Alors ceux-là sont généralement des arbres originaires d'Amérique du Nord, et le plus connu d'entre eux, c'est Chamaecyparis lawsoniana, qu'on appelle à tort cyprès de Lawson, et qu'il faudrait plutôt appeler faux cyprès de Lawson. Assez commun dans les haies monocultures ou dans les parcs et jardins, le faux cyprès de Lawson et ses cousins les autres Chamaecyparis sont assez difficiles à différencier des Cupressus en raison de leur cône et de leur feuillage qui se ressemblent beaucoup. Il y a aussi un autre genre proche visuellement et qui ressemble beaucoup au cyprès au premier abord, c'est le genre Thuya. Donc Thuya avec un Y en français et Thuya avec un J en latin. Ce genre est assez peu diversifié puisqu'il ne contient que 5 espèces, dont les 2 plus connues sont Thuya occidentalis, le Thuya du Canada, et Thuya plicata, le Thuya géant. Alors faire la différence entre Thuya et Chamaecyparis n'est pas très facile, et encore plus différencier les espèces de Thuya entre elles et les espèces de faux cyprès entre elles aussi, c'est assez difficile. Sans parler du genre Cupressus qui a aussi tendance à ressembler un petit peu à ces deux autres. Alors je vous donne une astuce pour différencier les Thuya des cyprès et faux cyprès. Les Thuya, eux, vont avoir ce type de cône, alors que les cyprès et faux cyprès ont plutôt des cônes en forme de boule. Puis surtout les Thuya, comparés aux cyprès, ils sont assez rares à l'état sauvage en Europe, on va surtout les trouver dans les haies et les jardins principalement taillés. Par contre, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un article sur les différentes espèces de Thuya, donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Et pour finir sur la section Cupressoidea, on va parler d'un dernier genre. La plupart des gens qui voient ces images pensent aux séquoias. Pourtant, nous sommes encore dans la section Cupressoidea. Ce n'est donc pas un séquoia malgré sa lointaine ressemblance. En fait, ici, nous sommes en présence d'un calocèdre, et plus précisément de Calocedrus decurrens, le plus commun et le plus connu des 4 espèces de calocèdres encore vivantes de nos jours. Les calocèdres ont un aspect rappelant celui des séquoias, mais en réalité, ils sont plus proches des Thuya, comme en témoigne leur cône, plutôt en forme de capsule et non en forme de boule. Mais les calocèdres n'ont pas tant à pâlir face aux séquoias car ils peuvent atteindre des tailles très vénérables de 60 mètres de hauteur, même si généralement ils sont plus petits. En parlant de séquoias, on va parler de 2 espèces emblématiques de l'Ouest américain, le séquoia géant et le séquoia à feuilles d'if. Alors déjà, on va mettre les choses au clair tout de suite, ceci n'est pas un séquoia. Alors c'est bien un séquoia géant, ce n'est pas un calocèdre ou une autre espèce de Cupressacées, mais le séquoia géant n'appartient pas au genre séquoia. En réalité, son petit nom latin est Sequoiadendron giganteum, et malgré son nom de séquoia géant, il appartient donc au genre Sequoiadendron et non au genre séquoia. Alors, séquoia sans l'accent, c'est le nom latin, donc le nom de genre, et séquoia avec l'accent, c'est le nom français qui regroupe du coup plusieurs espèces qui ne sont pas forcément des séquoias. Alors, pour chipoter un petit peu, Sequoiadendron giganteum est un séquoia, mais n'est pas un séquoia. Blague à part, que ce soit le séquoia géant ou le séquoia à feuilles d'if,
les deux espèces sont des véritables reliques du passé. Et autrefois, on trouvait même certains représentants de ces genres en Europe avant même l'apparition des dinosaures. Bref, de véritables fossiles vivants dont on a encore la chance de contempler la beauté de nos jours. Malheureusement, chaque genre n'est représenté que par une seule espèce, et en plus de ça, ces deux espèces sont aujourd'hui menacées. Elles poussent toutes les deux dans l'ouest américain, au niveau de la Californie, à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre. Toujours dans la section séquoioïdée, nous avons le Metasequoia. Metasequoia glyptostroboides, qui ressemble à un savant mélange de séquoia et de taxodium. On l'appelle aussi parfois tout simplement sapin d'eau ou Metasequoia de Chine et il est parfaitement bien adapté à l'eau. Malheureusement, ces populations sont aujourd'hui menacées par la destruction de leur habitat et l'espèce tout entière risque de disparaître. Par contre, fun fact, le Metasequoia est un des rares conifères à perdre son feuillage en hiver. Et il sera donc plutôt facile à reconnaître à cette période. Un autre genre très bien adapté au milieu humide, c'est le genre Taxodium, auparavant inscrit dans la famille des Taxodiacées, qui a été désormais ravalée par celle des Cupressacées. Désormais, les Taxodium appartiennent à la sous-famille des Taxodioidés. Alors si vous pensez aux Everglades, aux bayous ou à la Louisiane et à la Floride, vous avez probablement déjà vu les Taxodium, et plus précisément Taxodium disticum. On les appelle vulgairement cyprès chauve ou cyprès des marais, et ils sont parfaitement adaptés au marécage du sud-est des États-Unis. Ces Taxodium ont même développé un type de racine aérienne particulière, les pneumatophores, leur permettant ainsi d'éviter l'asphyxie en milieu trop gorgé d'eau. Alors pour le fun, je vous mets aussi quelques autres genres très importants de cette famille qu'on ne croise malheureusement pas en Europe, donc là c'est purement à titre informatif, mais si jamais ça vous intéresse, les genres Calitris et Libocedrus sont des genres contenant plusieurs espèces. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus. Bon, maintenant qu'on a parlé des principaux genres de la famille des Cupressacées, comment être certain de reconnaître des plantes qui appartiennent à cette famille? Nous allons donc voir ici les caractéristiques clés pour identifier une plante de la famille des Cupressacées, sans même forcément connaître l'espèce que vous avez sous les yeux. Car oui, si vous n'êtes pas au courant, il existe plusieurs familles de conifères et certaines de ces familles peuvent même beaucoup se ressembler entre elles. Je peux par exemple vous citer la famille des Araucariacées, celle des Podocarpacées ou encore celle des Céphalotaxacées. Sans oublier bien sûr la plus grande famille de conifères, celle des Pinacées, que je vous ai déjà présenté dans un autre cours vidéo. Et pour les plus curieux d'entre vous, j'ai même réalisé un très gros article sur les différentes espèces de pins, donc si jamais le sujet vous intéresse, vous savez où le trouver. Car quand on réfléchit, lorsqu'on débute, tous les conifères se ressemblent beaucoup, donc comment s'assurer de reconnaître une plante appartenant à la famille des Cupressacées? Quelles sont leurs caractéristiques? Alors déjà, nous avons dit en début de cours que toutes les Cupressacées sont des arbres. Et pour être plus précis, ce sont des plantes ligneuses. En effet, toutes les Cupressacées ne sont pas des arbres énormes comme nos amis séquoias. Certaines espèces de Cupressacées, notamment chez les genévriers, sont parfois de simples arbustes ayant du mal à dépasser le mètre de hauteur. Je pense par exemple à Juniperus sibirica, poussant dans les zones boréales d'Europe et d'Asie ou en haute montagne. On l'associe parfois à une sous-espèce de genévrier commun, mais dans tous les cas, il ressemble plus à un petit buisson qu'à un arbre ou même à un arbuste. Donc premier critère, toutes les Cupressacées sont forcément des plantes ligneuses. Alors, dans le passé, il y a quand même existé quelques spécimens fossiles de plantes herbacées appartenant à cette famille, mais de nos jours, il ne reste que des plantes ligneuses. Deuxième critère, les Cupressacées ont des cônes différents des autres familles de conifères. Par exemple, chez les Pinacées, les cônes ont très clairement la forme de pommes de pin, malgré le fait qu'on soit sur des pins du genre Pinus, ou même des cèdres du genre Cedrus. Chez les Cupressacées, les cônes peuvent avoir plusieurs formes, comme ici, chez le cyprès de Provence, où les cônes ont une forme de boule arrondie. Chez d'autres, comme chez les séquoias, les Metasequoia ou les Taxodium, les cônes auront une forme ovale et non arrondie. Mais dans tous les cas, ils ne ressemblent pas vraiment à des pommes de pin. Ou alors, on a également ces cônes ressemblant à des baies, comme chez le genévrier. On parle alors de cônes bassiformes, et ici, vous observez les cônes du genévrier cad. Mais il en est de même pour le genévrier de Phénicie ou encore le genévrier commun. Une dernière possibilité, les cônes des Cupressacées ressemblent plus ou moins à une sorte de capsule d'écailles enchevêtrées, comme par exemple chez les Thuya ou comme ici chez le Calocèdre. Alors, petite précision, les cônes charnus n'appartiennent pas à la famille des Cupressacées. Vous serez forcément chez les Taxacées, les Céphalotaxacées ou encore chez les Podocarpacées. Dans ce cas-là, on va plutôt parler d'aryle, et les Cupressacées ne développent pas d'aryle. Enfin, chez les Araucariacées, eux aussi vont développer des cônes, mais des cônes en forme de pommes de pin, donc plutôt facile à différencier des Cupressacées.
Troisième critère pour reconnaître une plante de la famille des cupressacées, ça va être le feuillage. Et les cupressacées développent soit des feuilles en forme d'écaille, soit des feuilles en forme d'aiguille. Et si c'est en forme d'aiguille, elles sont soit en verticille, soit elles sont en balai, mais jamais groupées de cette manière, comme c'est le cas chez les pins. Aussi, si vous voyez des feuilles en forme d'écaille, a priori vous êtes sur une plante appartenant à la famille des cupressacées. Alors, il existe aussi quelques exceptions, comme les plantes que je vous ai mis à l'écran, qui appartiennent à la famille des podocarpacées. Mais si vous vous rappelez bien, les podocarpacées ont plutôt tendance à produire des arides, donc on pourra plutôt facilement faire la différence avec les cupressacées. Alors avec des centaines de milliers d'espèces à travers le monde, il existe probablement des exceptions, mais gardez en tête que si vous êtes sur des arbres à feuilles en écaille, a priori, vous avez toutes les chances de tomber sur une cupressacée, du moins en Europe. Par contre, les cupressacées peuvent aussi avoir un feuillage en aiguille, et là, deux choix s'offrent à vous normalement. Si ces aiguilles piquent et qu'elles sont en verticille, alors vous pouvez penser aux genévriers, comme ici, le genévrier cad. Ou alors, elles peuvent aussi être bien rangées en balais, comme chez les séquoias à feuilles d'if ou chez les taxodiums. Surtout, ces aiguilles sont un peu plus molles que celles des sapins, comme ici, les aiguilles du sapin blanc. D'autres petites informations comme ça, les cupressacées sont généralement des plantes plutôt bien adaptées à la sécheresse, et ça a son importance. Leur écorce sera donc plutôt épaisse et elle aura la particularité de s'exfolier en lanière et non en plaques comme d'autres espèces. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Pour vous montrer la différence, voici l'écorce d'un chêne vert, Quercus ilex, et on voit très clairement les plaques qui se craquellent en petits carrés. Ici, vous pouvez voir l'écorce d'un genévrier de Phénicie, et on voit très clairement l'écorce s'exfolier en lanière et non en plaques. Pour vous montrer un autre exemple, voici l'écorce d'un séquoia géant. On remarque encore une fois très bien l'écorce en lanière et non en plaques carrées. Encore une autre information sur les cupressacées, ce sont des plantes qui vont généralement dégager une très forte odeur aromatique quand on va les froisser. Et c'est normal car elles sont très riches en huile essentielle. Et elles auront une petite odeur de sapin, pour faire simple. Mais les cupressacées ont tendance à produire moins de sève collante comparé aux pinacées, où on peut littéralement voir cette sève couler, comme ici sur un épicéa commun lorsqu'il fait un peu trop chaud. Ou même chez le sapin de Douglas comme ici et le cèdre de l'Atlas pour vous montrer un dernier exemple. Attention, je ne dis pas que les cupressacées ne produisent pas de résine. Certaines espèces comme les cyprès en produisent beaucoup, mais d'autres espèces comme les thujas ou les séquoias géants ne produisent pas de résine. Enfin, dernière petite précision, les cupressacées sont soit monoïques, soit dioïques. Monoïque signifie que la plante produit à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même individu, mais que ces fleurs sont séparées sur le même pied. La plupart des cupressacées, comme la plupart des conifères d'ailleurs, sont monoïques. C'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des cônes mâles à un endroit et à un autre endroit sur la plante, ils vont avoir des cônes femelles. Et ce sont les cônes femelles fécondées et arrivées à maturité qui vont donner ce qu'on appelle les pommes de pin. Les plantes dioïques, au contraire, n'ont soit que des organes sexuels mâles, soit que des organes sexuels femelles. Et chez les cupressacées, ça va surtout concerner les genévriers. Par exemple, en ce qui concerne le genévrier commun, il faudra un pied femelle et un pied mâle, pas trop loin l'un de l'autre pour avoir pollinisation. Et en parlant de pollinisation, vous vous doutez bien que les cupressacées assurent leur reproduction sexuelle par le vent et non par les insectes, comme chez la plupart des plantes à fleurs. Bon, maintenant qu'on a terminé sur les caractéristiques principales des plantes appartenant à la famille des cupressacées, on va survoler un petit peu quelles sont les utilisations principales qu'on peut faire avec ces plantes. Et cette famille s'utilise de plusieurs manières selon les espèces. Alors la première des utilisations des cupressacées, c'est le caractère ornemental de ces plantes, car les cupressacées sont des plantes ornementales très appréciées. Par exemple, les séquoias géants auront une place de choix isolée en plein milieu d'un parc pour que les passants puissent profiter de leur immensité. En ce qui concerne les lacs d'inspiration plutôt asiatiques, les métaséquoias donneront tout de suite du cachet à un étang par exemple. Alors que pour les allées et les cimetières, les vénérables cyprès de Provence marqueront très bien le paysage. N'oublions pas non plus les haies taillées, nul autre pareil que les thujas et les chamaecyparis, les faux cyprès, pour résister à l'appétit des cisailles mécaniques. C'est pas forcément super d'un point de vue écologique, mais il faut bien reconnaître qu'une haie de thuja, c'est plutôt efficace et ça tient bien dans le temps. Mais ce n'est pas tout, les cupressacées sont aussi des plantes aromatiques très intéressantes. Alors d'autres familles botaniques sont plus intéressantes pour les plantes aromatiques, je pense notamment aux lamiacées ou aux plantes de la famille des apiacées. Notamment elles sont plus polyvalentes et surtout ce sont des plantes herbacées donc plus faciles à cultiver chez soi. Par contre chez les cupressacées il existe quand même des plantes aromatiques et ce seront surtout le genévrier commun et le genévrier cad qu'on va utiliser. Par exemple, les baies de genièvre qui parfument les choucroutes proviennent du genévrier commun. Attention toutefois, car certaines espèces de genévrier, comme le genévrier sabine, sont très toxiques, voire potentiellement mortelles.
Alors quoi qu'il en soit, retenez globalement qu'on ne fera pas de salade avec des cyprès ou autres cupressacées. Leur texture ne les rend vraiment pas intéressants à manger dans le cas où ils sont comestibles. N'oublions pas non plus que dans cette famille, il y a des plantes toxiques. Je pense notamment au thuya qui synthétise de la thouillone, un composé toxique même si on l'utilise en phytothérapie. En parlant de phytothérapie, certaines cupressacées sont des remèdes traditionnels qu'on va retrouver dans différentes cultures médicinales. Alors bien sûr, tout ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes et surtout ce ne sont pas des conseils médicaux, juste des informations à titre indicatif. D'autant plus que certaines études scientifiques manquent quant à la véracité des propos qui vont suivre. Mais pour vous faire une bonne idée du potentiel médicinal des cupressacées, voici quelques exemples. On commence avec le séquoia géant qu'on utilise parfois en gémothérapie et ce dernier aurait des propriétés stimulantes de l'activité ostéoblastique, donc le squelette si vous préférez. Il aiderait aussi à la consolidation des fractures en assurant une meilleure minéralisation et enfin, on lui prête aussi d'autres propriétés comme le rééquilibrage de la prostate ou encore comme potentiel tonique sexuel. Une autre espèce intéressante, le genévrier commun, qui est également connu pour ses propriétés médicinales. C'est une plante utilisée à la fois en phytothérapie, en aromathérapie ou encore en gémothérapie. Pour le coup, on va lui prêter de nombreuses propriétés médicinales. On va par exemple l'utiliser comme remède hépatique, diurétique, digestif, héménagogue ou encore carminatif. Enfin, on peut remercier le genévrier commun dont les baies de genièvre nous aident à digérer après une grosse choucroute un peu trop chargée. Sans oublier le fait qu'on le trouve parfois dans les produits cosmétiques comme son cousin le genévrier cad. Genévrier cad qui est connu de l'aromathérapie car très riche en huiles essentielles. Il a des propriétés cicatrisantes, répulsives contre les insectes et on le trouve dans la composition de différents produits cosmétiques pour la peau par exemple. On peut aussi terminer par le célèbre cyprès de Provence. Alors pour celui-ci, on lui prête des effets vasoconstricteurs, astringents et hémostatiques car c'est une plante riche en tanins. Alors nous sommes obligés de conclure par l'utilisation du bois des cupressacées car vous verrez, il est aussi très intéressant. Car même si les pinacées sont la source la plus importante de bois dans le monde, les cupressacées restent très intéressants tout de même. Par exemple, les genévriers sont les rares arbres à réussir à pousser dans les milieux les plus secs. Ils sont donc pour certaines populations d'Afrique ou du Moyen-Orient la seule source de bois disponible pour le bois d'œuvre, le bois de construction ou encore le bois de chauffage. D'autres spécimens comme les thuyas offrent un bois largement exploité en Amérique du Nord et on les trouve d'ailleurs sous l'appellation cèdre rouge ou cèdre blanc de Californie selon les espèces. Sans oublier les célèbres séquoias qui fournissent une importante quantité de bois, même si heureusement pour eux, la plupart des spécimens sauvages sont aujourd'hui dans des aires protégées. Bref, les cupressacées restent une famille très intéressante sous de nombreux aspects comme on a pu le voir à l'instant. Mais il est temps de venir au moment du cours où vous allez le plus apprécier cette famille et on va parler un peu record du monde détenu par certains de ses représentants. Et on commence avec l'arbre le plus grand du monde encore en vie. Et je précise bien encore en vie car le plus grand arbre de tous les temps serait un Eucalyptus regnans estimé à la hauteur folle de 132 mètres 60. Mais il n'est malheureusement plus de ce monde. Par contre, le plus grand arbre vivant au monde s'appelle Hyperion et c'est un séquoia à feuilles d'if qui mesure pas moins de 116 mètres de hauteur. Et son emplacement est heureusement gardé secret. Un autre beau bébé, c'est le général Sherman. Pour le coup, c'est un séquoia géant et on le considère comme l'arbre le plus lourd et le plus volumineux au monde. On estimerait son poids à 6167 tonnes et son tronc représenterait environ 1487 mètres cubes de bois. Un autre spécimen très impressionnant, c'est l'arbre de Tulle, un cyprès des marais mexicain Taxodium mucronatum, considéré comme l'arbre le plus large au monde, car son tronc à lui seul mesure près de 42 mètres de circonférence. Il est tout simplement titanesque. Enfin, parlons des arbres les plus vieux du monde. Alors, il y a encore un peu de débat là-dessus. Certains affirment que le plus vieil arbre du monde est un pin de Bristol qu'on appelle Mathusalem, estimé à 5000 ans. D'autres pensent à Old Gecko, un épicéa de plus de 9500 ans en Suède. Donc on n'est plus vraiment chez les cupressacées, mais plutôt chez les cousins pinacées en l'occurrence. Par contre, les cupressacées, même s'ils ne tiennent pas le record, comptent plusieurs espèces pouvant dépasser le double millénaire. Je pense notamment à un spécimen de cyprès de Provence qu'on trouve en Iran, le Sarvé abar, qui aurait plus de 4000 ans au compteur. Un autre spécimen de Cryptomera japonica, le Jomon Suji, aurait plus de 5000 ans selon certains chercheurs japonais. Bon, il y a encore une fois quelques débats quant aux chiffres exacts,
Mais par contre, il n'y a pas de débat pour dire que les cupressacées savent résister dans le temps. Ce cours sur les cupressacées touche maintenant à sa fin. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur cette incroyable famille dont on ne s'attarde pas assez, à mon goût. Ce qui est bien dommage quand on sait que certains spécimens étaient là avant nos grands-parents et qui seront là encore après nos petits-enfants. Comme il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces plantes, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux de Monde Végétal pour demander d'autres épisodes sur les plantes qu'on a simplement survolées ici. Mais surtout, profitez des belles journées ensoleillées pour sortir et mettre en pratique toutes ces nouvelles connaissances botaniques. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Monde Végétal.